Regardez les taux d'attrition. Regardez l'affaiblissement de l'armée ukrainienne. Regardez le renforcement des Russes jour après jour. La guerre est terminée. C'est soit cet accord horrible pour les Ukrainiens maintenant, soit c'est un accord encore pire à l'avenir. Je ne veux pas prétendre qu'aucune garantie de sécurité, pas d'OTAN, rien, aucun territoire récupéré, rien de tout cela n'est un bon accord pour l'Ukraine. C'est un accord horrible. C'est une paix humiliante. Mais c'est la seule option actuellement sur la table. Donc je pense que les Américains réalisent qu'ils ont été vaincus en Ukraine. Je veux dire, Trump lui-même était heureux d'envoyer des javelins et d'escalader le conflit pendant sa première administration. Donc je ne vois pas de problème de principe à ne pas confronter une grande puissance. Je pense donc que c'est un argument raisonnable, que les Américains, vous savez, la machine de guerre s'est enlisée. Ils ont perdu celle-ci. Alors que faites-vous? Les Européens, ils ne veulent pas faire de correction de cap. Ils veulent juste continuer, même après que cela ait été perdu, même si cela mènera à une paix encore pire. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité, et aujourd'hui mon invité est à nouveau mon ami et collègue, le professeur Glenn Diesen, qui est professeur à l'Université du Sud-Est de la Norvège. Nous voulons discuter aujourd'hui de la semaine tumultueuse passée, où nous avons vu plusieurs visites d'État aux États-Unis, d'abord de la France, M. Macron, puis de M. Starmer du Royaume-Uni, et enfin la grande dispute entre M. Zelensky et M. Trump vendredi, et les événements qui ont suivi. Glenn, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci, c'est bon d'être de retour avec vous. Je veux vraiment écouter votre point de vue sur les choses, et aussi dans le contexte de vos propres vidéos que vous avez réalisées au cours des derniers jours et semaines, car vous avez eu beaucoup d'invités très importants sur votre émission. Vous travaillez également avec le Durand. Êtes-vous capable de donner un sens à toute la diplomatie que nous venons de voir se dérouler et s'effondrer au cours des, disons, 7 à 10 derniers jours? Eh bien, je pense que effondrement de la diplomatie est le bon terme. Et je faisais également un commentaire à ce sujet. Mais au-delà de la politique qui se cache derrière, je pense qu'il est très dangereux de voir comment la diplomatie elle-même s'effondre. Parce que nous voyons que, vous savez, pourquoi aurait-il cette querelle devant les caméras? Et j'ai fait remarquer qu'il est important de noter qu'il y a deux publics. Ils se parlent, mais ils essaient aussi de se mettre la pression en s'adressant au public. Donc, j'aurais supposé que si les caméras n'étaient pas sur eux, ils n'auraient pas fait ce spectacle. Et je suis d'accord avec Vance. Je pense que Zelensky, vous savez, il ne se comportait pas de manière appropriée, mais en même temps, la façon dont ils abordaient Zelensky aussi. Évidemment, ils n'auraient pas fait cela s'il n'y avait pas eu les caméras. Maintenant, on peut dire qu'ils sont sur la défensive ou l'offensive, mais quoi qu'il en soit, cela ne se fait généralement pas devant les caméras. Mais c'est une nouvelle diplomatie du mégaphone. Vous criez simplement à l'audience, voyez qui peut crier le plus fort. Et je pense que le rôle du contrôle du récit est si important de nos jours que cela rend la diplomatie très difficile. Et je sais que les Européens sont assez horrifiés pensant « Oh mon Dieu, comment pouvez-vous faire cela devant la caméra? C'est inapproprié. » Mais en quoi les Européens sont-ils meilleurs? Ils menaient une guerre par procuration contre la Russie, la plus grande puissance nucléaire du monde. Et encore, depuis 3 ans, personne ne veut même s'asseoir avec la Russie. Les arguments que nous recevons souvent sont « Eh bien, nous ne voulons pas légitimer Poutine. Nous ne voulons pas, vous savez. » Et donc, tout est question de la façon dont vous le présentez. Comme si nous devions le présenter au public comme étant isolé. Nous devons faire cela. Donc, tout est question, oui, d'envoyer un message.
Et vous devez toujours vous assurer que le public reçoit le message qu'il souhaite. Et donc, il est très difficile de faire de la diplomatie. En effet, les Européens refusent la diplomatie, malgré le fait que toutes ces centaines de milliers de personnes meurent. Ils ne veulent pas faire de diplomatie. Et vous voyez maintenant avec les Américains, ils veulent faire de la diplomatie, mais à la fois les Ukrainiens et les Américains se sont engagés dans une dispute. Je pense que c'était prévisible. Pas à ce point, je ne l'avais pas vu venir. Mais avant qu'ils ne se rencontrent, il était évident que ce n'était pas simple de signer un accord. Le document qu'ils avaient publié était si vague sur les minéraux, il n'avait évidemment pas été réglé. Et la question des garanties de sécurité est au cœur de ce qu'ils essayaient de lier à cet accord énergétique. Donc je pense que l'idée qu'ils soient venus là, non pas pour signer un accord, mais pour faire une négociation de dernière minute sur ce que cela signifie réellement, et ensuite faire cela devant la caméra, était une recette pour le désastre. Je ne sais pas qui a géré cela, mais c'était terrible à regarder. La façon dont Alexander Mercouris l'explique également, c'est qu'il semble que c'était apparemment le travail, ou il l'interprète comme ayant été le travail, de M. Macron lundi, puis de Starmer jeudi, d'extraire en quelque sorte ces concessions de sauvegarde de Donald Trump, car c'est apparemment ce que les Européens recherchaient. Que les États-Unis s'engagent militairement à aider les Européens en cas de problème, s'ils commencent effectivement à envoyer des troupes en Ukraine. Et c'est ce qui a échoué, et que M. Zelensky voulait toujours revenir à ce point, quelque chose que les Américains n'étaient tout simplement pas disposés à accepter. D'un autre côté, cet accord minier, ou c'était plus que des minéraux, n'est-ce pas? C'est en général comme la richesse de l'État ukrainien qui était sur le point d'être cédée. Cela me semblait être une idée tellement horrible pour l'Ukraine de le faire en premier lieu. Je veux dire, je suis plutôt content que l'Ukraine ne l'ait pas signé, parce que pour moi, cela donnerait l'impression que vous cédez des choses à perpétuité. 50% de la richesse de votre nation à perpétuité à l'avenir. Pensez-vous que cela était-ce vraiment sérieux? Je veux dire aussi, Alexander Mercouris ne cesse de dire que l'accord minier était à l'origine l'idée de M. Zelensky. C'est vrai aussi, mais les Américains l'ont retourné et en ont fait un remboursement au lieu d'une promesse future de profit, au lieu de prendre le pot de vin. Comment interprétez-vous ce que ces différents acteurs essaient réellement de faire les uns avec les autres? Eh bien, il est exact qu'au départ, c'est Zelensky qui a approché les Américains avec cette proposition. Encore une fois, il convient de noter ici que c'est un accord extrêmement horrible pour les Ukrainiens de céder toutes ces ressources dont ils ont absolument besoin pour reconstruire le pays par la suite. Mais l'Ukraine est dans une position très désespérée. Et s'ils ne mettent pas fin à cette guerre, l'armée ukrainienne, nous assistons à son effondrement. Les Russes prendront d'immenses territoires. Ils prendront la plupart de ces ressources. En effet, les Russes possèdent déjà la plupart de ces ressources. Donc, s'ils ne font rien, cela finira par être largement sous le contrôle de la Russie. Donc, la façon dont Zelensky le voyait probablement, c'était de le promettre aux Américains s'ils étaient prêts, plus ou moins, à se battre pour cela. La façon dont je le voyais, c'était que les Ukrainiens voulaient cela comme une garantie de sécurité, achetant effectivement l'assistance militaire américaine contre la Russie. Mais comme Trump l'a dit, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils soutiennent que si nous nous contentons d'aider à extraire ces minerais de terres rares, alors cela suffirait à dissuader les Russes, car ils ne voudraient pas attaquer les intérêts américains et tout cela. Donc, ce sera suffisant. Et évidemment, comme Trump l'a dit, nous détenons toutes les cartes là-bas. Et c'est vrai.
ils ont tout le levier. Et c'est pourquoi ils ont trouvé cette pression de Zelensky inappropriée. Mais je ne pense pas que cela aurait jamais fonctionné, parce que, comme vous l'avez dit, les garanties de sécurité sont traitées comme quelque chose de non problématique. Vous donnez des garanties de sécurité, et maintenant, ils n'ont plus à s'inquiéter autant. Mais, comme je le souligne toujours, dans tout accord de paix, vous voulez supprimer les incitations à reprendre le conflit. Très bien. Les garanties de sécurité peuvent dissuader la Russie, ce qui est excellent. Il est donc moins probable que la Russie renouvelle les hostilités. Mais contrairement au récit qu'on nous sert chaque jour. Ce n'est pas simplement la Russie qui essaie de conquérir des territoires. Il y a plusieurs aspects dans ce conflit. L'un d'eux est que l'OTAN a effectivement commencé cette guerre en 2014 en renversant le gouvernement et a saboté chaque accord de paix significatif depuis, afin de maintenir une guerre longue en utilisant les Ukrainiens pour combattre la Russie. Donc cela doit aller dans les deux sens. Et nous savons déjà que Zelensky est assez désespéré pour obtenir le soutien des Américains. Nous savons qu'il a même menti par le passé, par exemple à propos des missiles russes frappant la Pologne, pour essayer d'entraîner l'OTAN dans cette guerre. Alors que se passerait-il s'il y avait une garantie de sécurité? Cela donnerait tellement d'incitation à Zelensky de rompre cela et de relancer les conflits s'il sait qu'il peut faire intervenir les Américains de son côté pour reconquérir les territoires qu'ils ont perdus. Donc je pense, oui, Trump a dit qu'il joue avec la Troisième Guerre mondiale. C'est pas ce que vous voulez faire. Et donc, oui, l'accord, je pense, n'allait jamais vraiment fonctionner. Mais je pense que l'idée de Zelensky était, vous savez, de rejeter toutes les discussions sur la diplomatie, toutes les discussions sur les négociations et d'adhérer à l'idée que la Russie est cet État terroriste qui n'arrêtera jamais d'attaquer, voudra toujours juste tuer par plaisir. Et il faut l'arrêter. Et c'est pourquoi ils ont besoin de garanties de sécurité. Et c'est ainsi que nous l'intégrons dans cet accord sur les terres rares. Et je veux juste dire enfin que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ce n'est pas une coïncidence que Macron et Starmer soient intervenus dès le début. Je pense que ce sont les deux principaux pays en Europe qui comptent réellement maintenant en tant que puissance militaire. Ils ont également une certaine capacité à perturber tout ce que l'Amérique veut faire en termes de négociation de paix. Et oui, nous avons vu à la fois Macron et Starmer soulever la même chose. Nous avons besoin de garanties de sécurité de la part des États-Unis parce que les Européens ne peuvent pas envoyer ce qu'ils appellent des forces de maintien de la paix sur le terrain en Ukraine, à moins d'avoir le soutien américain. Car la Russie les détruirait tous. Ils ne vont pas l'accepter. Du point de vue de la Russie, ils ont envahi l'Ukraine pour empêcher une incursion de l'OTAN en Ukraine. Donc, si vous avez des forces de maintien de la paix européennes, ce sont toujours les mêmes pays de l'OTAN. Ce serait un tremplin. Ils ne partiraient jamais. Et ce serait un tremplin vers une adhésion de facto à l'OTAN. Donc, ils ne vont pas accepter cela. Ils ne les veulent pas là-bas. Et je pense que les Américains savent très bien qu'ils ne l'accepteront pas. Alors pourquoi les Américains, ils ne peuvent pas accepter de donner des garanties de sécurité? Donc c'était le principal conflit, je pense. Et c'est aussi à ce moment-là que Zelensky et Vance se sont affrontés, lorsque Zelensky a continué à rejeter toute idée de diplomatie, disant que ce n'était pas possible, et a fermé ce que Vance essayait de promouvoir. Il voulait que Zelensky accepte. Oui, d'accord, nous ferons la paix. La guerre est terminée. Nous avons perdu. Voici les exigences. Rejoignez l'équipe américaine. Et il ne l'a pas fait. Et c'est à ce moment-là que les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Pensez-vous également que nous assistons pour la première fois à un véritable affrontement de récits au plus haut niveau? Parce que le récit que nous avons entendu des États-Unis
et de l'Europe, à l'exception peut-être de la Hongrie et ensuite peut-être de la Slovaquie, après que M. Vito soit devenu président là-bas, était que c'est une agression non provoquée. Et la seule façon dont cela peut se terminer est une guerre juste. Et une guerre juste doit suivre la formule de paix de M. Zelensky. C'est le récit que nous avons entendu depuis 3 ans. Et M. Trump et M. Vance ne sont évidemment pas d'accord. Ils n'adhèrent pas à cela. Ils sont en fait beaucoup plus proches de ce que nous avons discuté, de la façon dont ils comprennent le conflit. Bien qu'il soit encore, je veux dire, j'attends encore des déclarations claires. Je veux dire, par exemple, quelque chose que M. Vance aurait pu lancer à M. Zelensky. C'est pourquoi n'avez-vous pas accepté l'accord que vous aviez en avril, n'est-ce pas, en 2022? Pourquoi n'avez-vous pas pris celui d'Istanbul? Je veux dire, cela aurait été quelque chose qu'il aurait pu lui lancer, mais il ne l'a pas fait. Donc, certaines choses restent à voir quant à leur vision des origines du conflit. Mais en ce qui concerne ce qu'ils veulent accomplir, il semble que leur position et leur analyse de la situation soient beaucoup plus proches des nôtres que celles des 3 dernières années. Non, je suis d'accord. Et je pense que les récits sont devenus une grande partie de la politique. Surtout maintenant, dans la politique des grandes puissances. Les récits qui ont été poussés si fort par l'OTAN au cours des dernières années semblent toujours altruistes et principiels. Mais comme nous le voyons, les récits se traduisent toujours par une longue guerre sans exception. Donc, vous avez mentionné l'idée que la guerre était non provoquée. Je veux dire, c'est objectivement faux. C'est l'une des guerres les plus provoquées des dernières décennies. Et encore une fois, les gens du côté américain le reconnaissent. Nous avons parlé de nombreuses fois du directeur de la CIA, bien sûr, des États-Unis, qui a également souligné, il y a des années, que cela déclencherait une guerre si nous essayions de faire cela. Mais pourquoi non provoquée? Eh bien, non provoquée parce que si c'était une guerre provoquée, alors nous reconnaissons que les Russes ont en fait des préoccupations de sécurité légitimes qui ont été ignorées. Nous n'avons pas à respecter ou reconnaître la légitimité de leur réponse en termes d'invasion. Mais si cela a été provoqué, alors il y a au moins 2 versions de l'histoire. Et il est important de s'asseoir et de négocier. Pour le bien de la paix, nous pouvons trouver une voie médiane. Cependant, si vous dites que c'est non provoqué, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, c'est juste que la Russie a agi dans le vide. C'est militairement opportuniste. Elle voulait conquérir des territoires. Maintenant, soudainement, la diplomatie et la guerre semblent très différentes. Si vous faites de la diplomatie maintenant, c'est dangereux. Cela l'encourage à prendre plus de territoires à l'avenir. Vous savez, les dictateurs du monde entier observent cela. Et donc la diplomatie est un apaisement. La seule façon d'avoir la paix maintenant est de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Donc, le récit non provoqué était très important parce que l'OTAN, après avoir saboté les négociations de paix à Istanbul au début de 2022, a fermé toute diplomatie. Ils ont dit « Nous n'allons plus parler à la Russie. Cela se réglera sur le champ de bataille. Vous savez, les armes sont le chemin vers la paix. Si la Russie est dans la salle lors de la réunion de l'OSCE, les Européens se lèveront et quitteront la salle. Donc maintenant, la diplomatie est quelque chose d'immoral, ce qui explique aussi pourquoi l'analogie avec Hitler est si incroyablement populaire. Pourquoi parle-t-il toujours de Hitler? Pourquoi vivons-nous perpétuellement dans les années 1930? Eh bien parce que c'est pareil avec Hitler. Quand on fait face au mal, il ne peut y avoir de diplomatie, il ne peut y avoir de compromis, et la paix se fait simplement en défaisant l'adversaire. Et c'est ce que nous examinons. Donc je pense que toutes ces choses que nous disons semblent merveilleuses. Vous savez, après cette guerre, l'Ukraine obtiendra son adhésion à l'OTAN. Cela donne l'impression que nous sommes très empathiques envers l'Ukraine.
Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous disons aux Russes, c'est que tout territoire que vous ne conquérez pas, l'OTAN l'obtiendra après la guerre. Ainsi, la ville historique d'Odessa, stratégiquement située sur la côte de la mer Noire, peut être utilisée pour confronter la Russie. Si vous ne la prenez pas, nous la prendrons. C'est ce que nous disons aux Russes. Il est impossible d'arrêter la guerre. Que peut faire la Russie maintenant? Nous avons dit aux Russes, soit vous capitulez et l'OTAN s'installe en Ukraine, soit vous vous battez jusqu'au bout, ce qui implique de tuer des centaines de milliers de soldats ukrainiens. C'est terrible. Et donc, quand les gens sont choqués de voir « Oh mon Dieu, les Américains, ils ont voté avec la Russie à l'ONU », ce qui était encore une fois historique. Mais qu'ont-ils réellement dit? Eh bien, ils ne voulaient pas tout blâmer sur la Russie. Ils ont dit « Vous savez, il y avait de nombreux côtés dans ce conflit. Ne mettons pas tout le blâme sur les Russes. » Pourquoi? Eh bien, vous pouvez écouter nos médias, suggérer qu'il est acheté par le Kremlin comme un agent secret, ou si vous dites qu'un côté est complètement coupable, l'autre côté est complètement innocent. Il est très difficile de trouver un compromis maintenant. Tout ce que vous donnez à l'adversaire est maintenant illégitime. C'est simplement récompenser l'agression. Je pense que les gens se laissent emporter par ces récits. Et c'est bien que quelqu'un y fasse des trous parce qu'ils sont faux, beaucoup d'entre eux. Mais comme nous le voyons dans les récits, ils deviennent souvent immunisés contre les faits. Nous pouvons présenter n'importe quel fait, et que disent-ils? Eh bien, c'est ce que disent les Russes. Alors, pourquoi répétez-vous les récits russes, pas les nôtres? Vous avez choisi le mauvais camp. Et ils s'en prennent toujours à la personne. J'ai vu cela 1 million de fois. Chaque fois que des gens viennent présenter des faits qui vont à l'encontre du récit, ils attaquent toujours la personne. Tout le monde soutient Poutine ou quelque chose du genre. Tout le monde trahit les Ukrainiens. Et nous avons aussi les slogans. Il est dit « Soutenez l'Ukraine ». Nous soutenons l'Ukraine. Que signifie exactement cela? Cela signifie que nous allons continuer la guerre, même si la majorité des Ukrainiens veulent des négociations, prêts même à céder du territoire pour obtenir la paix. Cela signifie que nous n'allons pas avoir de diplomatie, continuant ainsi jusqu'à ce que encore plus de personnes soient mortes et encore plus de territoires soient perdus. Qu'est-ce que ce soutien à l'Ukraine? Et quand nous soutenons l'Ukraine, cela signifie aussi que nous ne pouvons pas saper la légitimité de Zelensky. Donc, quand des gens sont enlevés à travers le pays, que des hommes sont arrachés des rues, envoyés en première ligne pour mourir, tous ces maris et fils contre lesquels les femmes protestent, nous ne devrions pas en parler, car cela le sape. Quand les églises sont attaquées, l'Église orthodoxe, nous ne devrions rien dire parce que, eh bien, cela sape Zelensky. Quand il purge l'opposition politique, les médias d'opposition, nous ne devrions rien dire. Donc, nous sommes prêts à faire des choses horribles aux Ukrainiens, au nom de la solidarité avec l'Ukraine. Donc, ce ne sont que des récits, ce ne sont que des slogans, c'est des bêtises. Ce n'est pas la réalité. Donc j'aime le fait que Vance ait soulevé ce point, cette conscription ou recrutement. Mais bien sûr, certaines choses étaient assez déplacées, comme critiquer pour ne pas porter de costume. Pour moi, c'est un peu exagéré. Il n'y a pas de raison d'humilier un homme non plus. Donc il y avait un peu d'intimidation là, je l'admets. Oui, je le verrais de cette façon aussi, car d'une part, je ne suis pas du tout fan de M. Zelensky. Mais si vous pensez à sa position, être à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, avec les caméras en marche, et devoir réellement défendre la position ukrainienne, je veux dire, peu importe ce que vous pensez de la position ukrainienne, c'est l'homme payé pour le faire, n'est-ce pas? Donc je comprends une certaine partie de cela, bien qu'il aurait clairement dû garder son calme. Mais ce que je me demande aussi, c'est que, parce que tout cela se passe si publiquement,
Et comme vous l'avez dit, la diplomatie fonctionne généralement différemment. Alors, à quoi assistons-nous? Est-ce peut-être un écran de fumée pour autre chose? Parce que le mot dans ces cercles est qu'il est possible que les Américains et les Russes négocient en fait sur une autre voie également, dont personne n'est informé. Il y a une théorie selon laquelle il y aurait en fait des négociations à l'ancienne entre l'ambassade et le gouvernement, menées par des canaux sécurisés entre les Américains et les Russes, afin de se rapprocher d'une compréhension bilatérale de ce qui devrait se passer. Et nous savons des Russes que pour eux, cela inclut au moins une approche commune vers une structure de sécurité, pas seulement pour l'Ukraine, mais bien plus encore, n'est-ce pas? La structure de sécurité européenne est mondiale également. Croyez-vous qu'il y ait une autre voie diplomatique en cours, en dehors de ce jeu de dupes que nous pourrions voir, et qui est destiné à la consommation publique? Et qui pourrait aussi être destiné à occuper les Européens, parce qu'ils sont maintenant tellement occupés avec eux-mêmes que je me demande s'il y a un autre agenda ici. Non, je pense, enfin je le considère presque maintenant, comme acquis. Encore une fois, Trump lui-même a dit que cet accord doit être conclu rapidement, ou il pourrait ne pas être conclu du tout. Et encore, ce qu'il fait avec Starmer et Macron, il leur parle, il essaie de les faire partir avec le sourire, mais on ne leur donne rien. Donc vous savez, quand Hegseth a dit qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN, que l'Ukraine ne récupérera pas tous ses territoires et qu'il n'y aura pas de garantie de sécurité américaine. Ils disent cela parce qu'ils comprennent la position russe. Ils comprennent aussi que c'est ce qui est nécessaire pour la paix. De plus, ils ont été assez clairs, du moins l'administration Trump, en disant que la guerre a été perdue. Rien ne peut plus être inversé. Cela ne peut qu'escalader vers une guerre nucléaire. Cela pousse la Russie davantage vers la Chine. Il n'y a plus rien à gagner. Ils veulent vraiment que cette guerre se termine maintenant. Alors, mais comment peuvent-ils faire cela? Encore une fois, les Russes sont d'accord avec cela. Les Américains sont d'accord. Les Chinois. La plupart du monde peut être d'accord avec cela, sauf les Européens et Zelensky. Et ils disent Zelensky parce que s'il y avait un autre leader comme Arestovitch ou autre, il pourrait conclure un accord. Parce que la majorité des Ukrainiens le veulent. C'est Zelensky. Alors quel est l'instrument qu'ils peuvent utiliser contre Zelensky? S'il ne se conforme pas, que feriez-vous si vous étiez aux États-Unis? Vous faites cela, travaillant en coulisses avec les Russes, essayant de conclure un accord bilatéral parce que, pour être honnête, seuls les Américains et les Russes comptent. Les Américains dominent l'OTAN. C'est une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie a effectivement gagné la guerre. C'est le réalisme. Ce sont les Américains et les Russes qui détermineront désormais l'issue. Donc, ils essayent de se mettre d'accord sur une position, mais ils doivent obtenir l'adhésion des Américains, des Européens et de Zelensky. Alors que feriez-vous? Eh bien, ils ont une énorme carte contre Zelensky. S'il ne veut pas se conformer, ils peuvent remettre en question sa légitimité, et ils l'ont déjà fait. Trump a apparemment oublié qu'il avait qualifié Zelensky de dictateur. Je n'y crois pas une seconde. Il l'a oublié. Mais, vous savez, et c'est ce que Vance a également dit, regardez ce que vous avez fait à votre propre pays. Ils remettent en question toute sa légitimité. Et maintenant, Zelensky, quand il retourne en Ukraine, se voit comme le leader que les Américains méprisent désormais. Ils ne l'aiment pas. Ils remettent en question sa légitimité. Donc maintenant, soudainement, il peut être très rapidement destitué. En effet, si vous êtes dans l'armée ukrainienne, pensez-vous qu'il est la meilleure personne pour apporter la paix à votre pays, alors que votre principal soutien au cours des 3 dernières années, les États-Unis, ne peut manifestement pas le supporter?
Non. Donc, je pense que c'est la petite menace cachée qu'ils ont, c'est-à-dire, nous allons vous retirer. Et c'est pareil avec enfin, ce n'est pas pareil, mais avec les Français et les Britanniques. Vous savez, regardez comment il a proposé. Vous savez, nous pouvons faire un grand accord commercial avec la Grande-Bretagne. Vous savez, il leur donne quelques carottes, mais ils ne bougeront pas. L'Amérique ne bougera pas sur la question ukrainienne. Donc, je pense qu'ils essayent de pacifier les Européens, menaçant de retirer Zelensky. Et les Américains veulent mettre fin à cette guerre maintenant, et ils vont le faire passer. Et vous pouvez, bien sûr, voir ce fiasco dans le bureau ovale à travers ce prisme. C'est juste incroyablement difficile de savoir de nos jours ce qui signifie encore quelque chose. Parce que d'une part, l'Ukraine a signé tous ces accords de sécurité avec divers États européens, n'est-ce pas? Et il y avait, pendant longtemps, cette position de l'Ukraine et des Européens, selon laquelle, vous ne pouvez pas avoir d'élection présidentielle en Ukraine. C'est impossible, tant que la guerre continue et que la loi martiale est en vigueur. C'est impossible. Et maintenant, après ce qui s'est passé vendredi, beaucoup de médias européens discutent maintenant peut-être que M. Zelensky doit être remplacé, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut quelqu'un d'autre. Il semble donc que maintenant l'idée est dans l'air que, peut-être qu'il peut être changé après tout. Et peut-être que vous n'avez même pas besoin d'une élection directe pour cela. C'est tellement bizarre venant de ces gens. Alors, en quoi croient-ils réellement dans ces constructions narratives qu'ils créent? Parce qu'ils brisent constamment leurs propres règles, qu'ils établissent eux-mêmes au fur et à mesure qu'ils avancent. Eh bien, gardez à l'esprit que le secrétaire général de l'OTAN, après que Pete Hegseth a déclaré qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN, cela doit être la base de tout accord. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est sorti et a dit, eh bien, nous n'avons jamais réellement promis l'adhésion à l'OTAN dans le cadre d'un accord de paix. Mais bon sang, ils ont dit que le pont vers l'adhésion à l'OTAN est solide. Il est bien éclairé. C'est là que nous nous dirigeons. C'est non négociable. Toutes ces absurdités. Et maintenant, bien sûr, la réalité s'impose et le récit change. Mais c'est aussi le pouvoir de Trump. Je veux dire, pour la plupart des gens, tout ce qu'ils voient, c'est un comportement très bruyant, arrogant, un peu agressif. Mais oui, c'est une énorme faiblesse à bien des égards en politique aussi. Mais c'est aussi une partie du pouvoir de Trump. Il arrive, il crée un énorme désordre, il fait des déclarations tonitruantes et il bouleverse tout. Et en faisant cela, il crée cet immense espace de manœuvre où auparavant rien ne pouvait être fait. Il brise les récits et il oblige les autres à les briser aussi. C'est assez intéressant à observer. Je ne pense pas que ce soit bien. Ce n'est pas bon pour un politicien parce que vous voulez être prévisible. Mais en même temps, regardez ce que nous avons fait en Occident. Nous nous sommes enfermés dans ces récits fous selon lesquels, vous savez, nous ne pouvons pas parler à nos adversaires. Les armes sont le chemin vers la paix. La Russie n'avait aucune préoccupation légitime en matière de sécurité. C'était non provoqué. Ils veulent restaurer l'Union soviétique. Je veux dire, même un enfant de 10 ans devrait secouer la tête. C'est tellement stupide maintenant. Cela n'a aucun sens du tout. Donc quand il arrive, il est capable de passer à travers tout cela. Et vous savez, il peut dire des faits qui ne sont pas réels. Il peut inventer des choses, comme Zelensky ayant 4% d'approbation. Ce n'est pas correct. Je veux dire, Zelensky ne pourrait plus gagner une élection si c'était une élection libre. Mais 4% n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel, je pense. Donc non, il invente des choses au fur et à mesure, mais il s'en sort avec tout. C'est une faiblesse, mais cela fonctionne aussi comme un avantage parfois. C'est une approche un peu brutale. Et il a en quelque sorte réussi à créer de facto un nouvel espace de négociation. Aucun doute là-dessus.
Mais ce qui me frustre tellement avec les Européens, c'est qu'encore une fois, ils ne s'en tiennent pas à leur propre logique. Ils ne s'en tiennent pas au monde qu'ils créent. Je veux dire, encore une fois, l'idée a été que, oh, l'Ukraine a le droit de rejoindre l'OTAN. Et même si les États-Unis disent non, nous continuons à soutenir que l'Ukraine a le droit de rejoindre l'OTAN. Non, ce n'est pas comme ça que l'OTAN fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes ceux qui nous ont dit que l'OTAN a besoin de consensus, et les États-Unis. Non seulement vous ignorez cela, mais aussi la Hongrie est membre et a dit non pendant longtemps. Vous nous dites carrément que la Hongrie n'a rien. Je veux dire, la Hongrie suivra. Mais maintenant, vous nous dites aussi que vous allez entraîner les États-Unis, alors que ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, n'est-ce pas? Quelle sorte de stupidité est-ce alors, tout en risquant d'inviter la guerre sur toute l'Europe? Toute l'idée, tout ce que les Britanniques et les Français veulent maintenant, ce sont les garanties que si nous y allons, si nous envoyons des gens, alors les Américains viendront nous sauver. Mais cela signifierait toujours combattre en Europe. Je veux dire, vous risquez la sécurité nationale de la France et de la Grande-Bretagne. Pourquoi? Pour que l'Ukraine ait le droit de rejoindre l'OTAN. Pourquoi risqueriez-vous cela si l'OTAN est là pour vous protéger du risque? Mais c'est aussi l'un des récits absurdes qu'ils inventent. Et encore une fois, cela semble moral et vertueux. La Russie ne devrait pas avoir son mot à dire sur ce que fait l'Ukraine. Elle a sa propre politique étrangère. Elle peut rejoindre l'OTAN si elle le souhaite. Et cela semble très raisonnable. Encore une fois, l'Ukraine est un pays indépendant. Elle devrait être autorisée à choisir sa propre politique étrangère. Si elle n'est pas autorisée, cela suggère que la Russie a encore un certain contrôle impérial sur l'Ukraine. Donc cela semble si sensé, mais il n'y a rien de sensé là-dedans. C'est-à-dire que jamais auparavant dans l'histoire, personne n'a suggéré que la recette de la paix et de la stabilité était simplement qu'un bloc militaire s'étende jusqu'à une autre grande puissance et ignore ses intérêts de sécurité. Je veux dire, le Mexique a tous les droits du monde en termes de politique, de droits économiques, mais il n'a pas le droit d'accueillir des bases militaires russes et chinoises. S'il essaie de le faire, il sera frappé, comme l'Ukraine l'est. Et ce n'est pas juste une déclaration de soutien, c'est juste une réalité. Donc, ce que nous avons fait en Europe après la guerre froide, c'est que nous avons dit, eh bien, qu'est-ce qui représente l'Europe? Eh bien, l'OTAN représente l'Europe. Tout le monde devrait faire partie de l'OTAN, sauf la Russie, qui se retrouve maintenant dans une situation et la Russie ne devrait avoir aucun droit de veto sur l'OTAN. Donc maintenant, nous sommes dans une situation où le plus grand État d'Europe est le seul qui ne devrait pas avoir son mot à dire en Europe. Et c'est absurde. Mais si vous retirez le pouvoir de veto institutionnel que la Russie possède, ou la voix qu'elle a pour dire « non », vous ne pouvez pas construire cette infrastructure militaire et ces missiles à nos frontières. Vous ne pouvez pas faire cela. Si nous les privons de leur voix institutionnelle, alors il ne leur reste que le militaire. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Donc c'est très étrange. Tout le monde savait que cela allait arriver. Je veux dire, Merkel a dit un jour que tenter d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN serait interprété comme une déclaration de guerre par Moscou. Et puis plus tard, nous disons « Oh non, non, c'était non provoqué. » Je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais nous continuons à entrer dans ces récits très étranges. C'est le problème. Et je pense que c'est aussi un problème unique pour l'Europe. J'ai écrit un article il y a quelques mois sur la façon dont la nouvelle classe politique européenne a commencé à rejeter la réalité. C'est sur mon Substack. J'ai souligné que pour les Européens, comment faire pour que tous ces pays parviennent à un consensus et à une position commune?
c'est très étrange. Vous n'avez pas les mêmes intérêts nationaux, surtout dans un monde multipolaire où les intérêts divergent davantage. Alors que faites-vous? Eh bien, vous devez tout encadrer comme une question de bien contre mal. Vous avez déjà vu cela dans les années 90. Devons-nous élargir l'Union européenne? Eh bien, tout le monde devait être d'accord. L'UEM concerne la démocratie, la liberté. C'est un projet de paix. Donc, si vous êtes contre, alors vous détestez la démocratie et la paix, en gros. Et il est devenu impossible pour les gens de s'y opposer. Mais il y avait de vrais défis avec cela, qui n'ont jamais été abordés, parce que nous avons délégitimé la dissidence démocratique, l'opposition, parce que c'est très simple. C'est bon ou mauvais. Et nous faisons la même chose, bien sûr, avec la politique étrangère. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a réellement une dissidence? Des gens disent, eh bien, cela n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas simplement étendre un bloc militaire hostile jusqu'aux frontières russes et vous attendre à ce qu'il capitule simplement. Vous savez, cela déclenchera la guerre. Eh bien, que faisons-nous? Eh bien, c'est pro-russe, disons-nous, parce que c'est illégitime. En d'autres termes, vous savez, quand la Hongrie intervient, ils disent « commençons à négocier, essayons de créer un espace pour la diplomatie entre l'Ukraine et la Russie. » Eh bien, vous êtes un poutiniste. Vous savez, Ben Fiso dit la même chose. Eh bien, vous êtes un poutiniste aussi. Vous avez en Roumanie, Georgescu, qui gagne, également sur une plateforme de paix. Eh bien, il est d'extrême droite et aussi un peu poutiniste. Alors maintenant, vous savez, nous pouvons annuler les élections. Nous pouvons le voir être détenu par la police. Trump aussi. Il veut mettre fin à cette guerre. Il explique clairement pourquoi, vous savez, elle ne peut plus être gagnée. Nous n'avons pas d'armes. Les Ukrainiens n'ont pas plus de main-d'œuvre. Si nous allons continuer cela, nous devons escalader, ce qui pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Mais que disons-nous? Oh, il pourrait être acheté par le Kremlin. Vous savez, souvenez-vous de Russiagate? Vous savez, pas le véritable Russiagate, mais le récit. Et nous n'utilisons ces histoires que pour priver toute opposition de légitimité. D'ailleurs, cela vaut aussi pour les universitaires et les journalistes. Essayez de plaider pour la paix maintenant en Europe et voyez ce qui vous arrivera. Voyez les mots qu'ils vous attribueront. Nous ne discuterons jamais du bien fondé de l'argument. Ils s'en prendront seulement à la personne. Il n'y a qu'une seule position correcte. C'est pourquoi être solidaire de l'Ukraine signifie continuer à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est absurde, mais nous nous peignons dans ces coins, et c'est là où nous en sommes. Dernière question, peut-être. Il y a un autre argument très intelligent avancé par Brian Berletic, selon lequel, dans l'ensemble, ce que font les États-Unis en ce moment est toujours dans leur caractère. En fait, il y a une longue histoire des États-Unis qui font marche arrière chaque fois qu'ils se heurtent à un mur avec les Russes. Mais ils ne le font jamais pour vraiment changer leur politique, mais pour gagner du temps afin de combattre les Russes un autre jour. Et il se souvient du grand reset sous Obama en 2009-2010, où Hillary Clinton, avec M. Lavrov, a littéralement appuyé sur un bouton de réinitialisation et ils étaient tous sourires. Et puis, l'escalade a continué. Donc son interprétation est que M. Trump continue simplement cette politique. Et vous pourriez étendre ces arguments à la guerre froide et dire que vous avez toujours eu des moments de détente, mais que la détente a ensuite été suivie par une militarisation, comme par exemple sous Reagan, afin de mettre la pression sur la Russie. Pensez-vous aussi que c'est le cas? Ou voyez-vous le changement actuel de politique sous l'administration Trump sous un autre angle? Eh bien, un peu des deux. En fait, j'ai parlé à Brian Berletic de la même chose. Et la vraie question est de savoir si les Américains approchent les Russes maintenant pour proposer une paix permanente ou un cessez-le-feu temporaire.
c'est dans la guerre froide entre deux. Et je pense que c'est un bon argument que, encore une fois, que va faire Trump d'autre? Nous continuons à présenter cela comme s'il remettait simplement à la Russie exactement ce qu'elle veut sans rien obtenir en retour. Mais nous avons perdu la guerre. Regardez les taux d'attrition. Regardez l'affaiblissement de l'armée ukrainienne. Regardez le renforcement de la Russie jour après jour. La guerre est terminée. C'est soit cet accord horrible pour les Ukrainiens maintenant, soit c'est un accord encore pire à l'avenir. Je ne veux pas prétendre qu'aucune garantie de sécurité, pas d'OTAN, rien, pas de territoire récupéré. Rien de tout cela n'est un bon accord pour l'Ukraine. C'est un accord horrible. C'est une paix humiliante, mais c'est la seule option sur la table pour le moment. Donc je pense que les Américains ont réalisé qu'ils étaient vaincus en Ukraine. Je veux dire, Trump lui-même était heureux d'envoyer des javelins et d'escalader le conflit pendant sa première administration. Donc je ne vois pas de problème de principe à ne pas confronter une grande puissance. Je pense que c'est un argument raisonnable que les Américains, tout simplement, vous savez, la machine de guerre s'est épuisée. Ils ont perdu celle-ci. Alors que faire? Les Européens ne veulent pas faire de correction de cap. Ils veulent juste continuer, même après avoir perdu, même si cela mènera à une paix encore pire. Donc, les Américains, je pense, sont plus pragmatiques. Et c'est ce que vous pouvez voir. Ils pourraient se regrouper et s'en prendre aux Russes un autre jour. En effet, ils sont assez ouverts sur ce qu'ils veulent. Le général Kellogg, je pense, est intéressant parce qu'il poussait très fort. Vous savez, regardez, nous utilisons les Ukrainiens pour tuer des Russes et nous éliminons ce grand rival de puissance des rangs des grandes puissances. Et maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la Chine. Il a dit, c'est le summum du professionnalisme. Oui. Et en fait, j'ai publié une vidéo où il a dit cela. Et il m'a envoyé un message sur Twitter en disant, c'est presque de Sun Tzu, donc il en est très content. Mais de toute façon, il passe à autre chose. Et maintenant, bien sûr, il fait partie de l'équipe de Trump. Et maintenant, il dit, il est important de déloger les Russes des Iraniens, des Chinois, des Nord-Coréens. Alors vous savez, nous les avons poussés ensemble, ils nous ont vaincus. Maintenant, nous devons tendre la main aux Russes, essayer de les séparer des Chinois. Qui sait? Peut-être que nous pourrons rallier les Russes pour vaincre les Chinois à l'avenir. Et si les Chinois sont à nouveau vaincus, alors ils pourront s'en prendre à nouveau aux Russes. Donc, je pense, oui, qu'il y a une partie de cela qui consiste simplement à changer de cap et à faire une trêve temporaire avant de s'en prendre à nouveau aux Russes. D'un autre côté, l'Ukraine était vraiment notre dernière opportunité de vaincre la Russie, de les briser. Je veux dire, c'est un pays immense que nous. Les Américains ont pu prendre le contrôle après 2014. Ils ont pris le contrôle de nombreuses parties du gouvernement ukrainien et des services de renseignement. Ils l'ont dirigé comme une colonie, selon l'ancien procureur général Viktor Shokin. Et je ne pense pas que nous aurons à nouveau cette opportunité. Vous ne pourrez pas utiliser la Géorgie ou la Moldavie comme proxy. Nous pourrions essayer encore une fois de renverser le gouvernement en Biélorussie, créer d'autres problèmes. Mais l'Ukraine était vraiment le grand instrument, le grand marteau que nous pouvions utiliser contre la Russie. Et si cela est perdu, oui, nous pourrions avoir un problème. Donc je pense que d'une part, cela pourrait être un cessez-le-feu temporaire. D'autre part, je pense qu'ils reconnaissent que le monde a changé de manière spectaculaire, c'est-à-dire la distribution du pouvoir. Ce n'est pas bipolaire pendant la guerre froide. Ce n'est pas unipolaire après la guerre froide. Nous avons maintenant la Chine qui devient ou qui est déjà devenue la plus grande et la plus puissante économie. Les Américains ne peuvent plus vraiment rivaliser. Donc, si c'est la plus grande puissance, il faut repenser toute la relation en Europe.
Il était logique d'avoir la Russie comme épouvantail si c'était le principal adversaire dans un monde eurocentrique. Mais il se pourrait que les Américains s'adaptent simplement à une nouvelle répartition internationale du pouvoir. Donc encore une fois, je pourrais me tromper, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit simplement la même chose qu'en 2011, avec, vous savez, un autre redémarrage. Était-ce 2011? Oh, 2009, 2010, oui. Désolé, oui. Oh, je pensais oui. Was it 11, the resets? 10, 9, 9 and 10 when they... Oh, 9, 10, yeah, sorry, yeah. Yeah. So in a sense, your interpretation is that the Americans... Donc, en un sens, votre interprétation est que les Américains sont simplement de bien meilleurs élèves de Machiavel. Ils savent simplement qu'il ne faut pas continuer à parier sur un cheval perdant. Les coups irrécupérables sont irrécupérables. Vous récupérez ce que vous pouvez, mais vous ne le faites pas par sentiment de vouloir. Par exemple, « Oh, ayons une paix éternelle avec les Russes et chantons tous Kumbaya ». C'est juste un calcul froid. It's just a cold calculation. No, I think they're being very pragmatic. Non, je pense qu'ils sont très pragmatiques. Et bien sûr, beaucoup de gens verraient cela comme immoral. Je ne pense pas nécessairement que ce soit le cas. Je pense que dans la tradition réaliste, les politiciens sont devenus trop obsédés par le bien contre le mal. Ils finissent par se lancer dans ces croisades morales. Encore une fois, si vous poussez pour quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser, comme intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est pourquoi des personnes comme le professeur Mearsheimer ont souligné depuis 2014 que si vous essayez de faire cela, vous allez seulement assurer leur destruction. Alors les gens disent « non ». Mais pour avoir un argument moral, pourquoi devons-nous les intégrer dans l'OTAN? Sinon, nous donnons de l'autorité à la Russie. Eh bien, ce ne sera pas réalisable. Les Russes détruiront le pays si vous essayez de faire cela. Et il s'est avéré avoir raison. Mais malgré tout, les gens qui viennent avec des revendications morales continuent de s'y opposer. Mais nous avions la moralité de notre côté. Nous n'avions peut-être pas raison. Et si vous n'avez pas raison, ce n'est plus moral parce que maintenant vos politiques mènent à une destruction horrible. Et je pense que c'est aussi un point soulevé par Walter Lippmann. Il a soutenu que lorsque vous encadrez la propagande, lorsque vous présentez tout comme étant le bien contre le mal, c'est merveilleux si vous voulez mobiliser le public pour la guerre. Parce que si vous pouvez mener la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, rendre le monde sûr pour les démocraties, tout ça, vaincre un autre Hitler, alors tout le monde est prêt pour une autre guerre. Mais s'il est temps de faire la paix, c'est très dangereux. Et c'est pourquoi les Européens se sont retrouvés coincés. Ils n'ont cessé de se dire que la Russie veut restaurer l'Union soviétique, qu'ils sont Hitler, toutes ces absurdités. Et maintenant, comment pouvez-vous avoir une diplomatie avec Hitler? Comment pouvez-vous rester les bras croisés et les laisser créer? Vous savez, ils vont attaquer la Pologne et toutes ces choses ridicules. Alors, ils se sont enfermés, donc ils ne peuvent plus faire la paix. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, et le chemin vers l'Ukraine est pavé de... non, pas plâtré. Quel est le mot que je cherche? Pavé. Pavé. Est-ce que c'est Napoléon? Je ne me souviens pas. Le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions, et le chemin vers l'Ukraine est pavé de douces promesses de paix, juste et de bonheur éternel dans le temps. Glenn, merci beaucoup pour la mise à jour. Je pense que c'était très précieux. Les gens devraient aller vous lire sur votre Substack et sur votre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Oui. Je suis principalement sur Substack et YouTube ces jours-ci. J'ai aussi Twitter. Mais oui, Substack est une excellente plateforme en fait. Pas pour trop les promouvoir ici, mais vous pouvez y faire vos articles. Vous pouvez mettre les vidéos. Donc c'est oui, Glenn Diesen sur Substack. Glenn le fait aussi en format long régulièrement.
Abonnez-vous à lui sur Substack. Il diffuse toujours des informations très très bonnes. Professeur Glenn Diesen, merci pour votre temps aujourd'hui. Thank you for your time today. Merci Pascal.